Dans les confins de Mongolie, au milieu de nulle part, quelques yourtes ponctuent parfois l'immensité. Elles sont le lien d'un voyage qui m'a emmené depuis les forêts de l'Altaï jusqu'aux dunes du désert de Taklamakan. Un voyage à travers 3 pays dans le noyau de l'Asie, sur les pistes mongoles, sur les traces des Kazakhs. Je suis allé au Chili, Queen Elizabeth National Park, Kurdistan irakien, à Isfahan, dans le Wadi Rum. Moscou. Sa place rouge et les dômes colorés de la cathédrale Basile le Bienheureux. La capitale russe ne constitue pourtant qu'une halte nocturne. Au centre de la Russie, dans le sud-ouest de la Sibérie, la ville de Barnaoul constitue le point de départ de mon voyage. La pluie tombe. Mikhail et Sergueï m'avancent le temps d'une averse à bord de leur vieux Kamaz. Une parenthèse humaine sur la route rectiligne. J'atteins Biisk avant de longer les eaux turquoises de la rivière Katoun. Elles annoncent le début de l'Altaï. L'Altaï, cette province si mystérieuse, si lointaine de Moscou, est une invitation onirique à l'aventure. Au pied des montagnes verdoyantes, je m'enfonce dans les contreforts du massif et m'écarte de la Katoun le temps de 2 cols aux pentes irrégulières. La route fend la roche et suit le fil de la rivière. S'étendant sur près de 1000 km, la route a été construite par les forçats du Goulag au début du XXe siècle. Quelques vestiges rappellent les incroyables prouesses des hommes pour maîtriser ces espaces isolés, même s'ils sont soviétiques. Je suis sur un site assez surprenant. Premièrement parce qu'il n'y a personne, et secondement puisqu'il s'agit d'un site millénaire qui montre que cette voie qui transperce l'Altaï était parcourue depuis la nuit des temps. Le site de Kalbaktaj présente près de 5000 gravures qui pour la plupart datent de l'âge de bronze mais aussi de la période scythe ou de la période turque, périodes qui se sont succédées. Chacune y a laissé sa trace et aujourd'hui encore, les croyances altaïennes, animistes, continuent d'y laisser un petit quelque chose. Dans les confins du massif, les cultures russes, kazakhes et altaïennes s'entremêlent, conciliées par des traditions ancestrales et animistes. De temps à autre, des rubans blancs parsèment les forêts et remercient les esprits. Au-dessus des eaux turquoises de la rivière, une forêt de taïga prend les couleurs de l'automne. Quelques cimes se détachent subtilement. Elles semblent incarner l'esprit de la montagne, immense, mystique et majestueuse. Les cimes isolées laissent alors place à une enfilade de sommets à près de 4000 mètres. La route s'élève peu à peu pour se hisser jusqu'à un plateau d'altitude, sec et aride. C'est ici que s'étend Koshagach, une petite bourgade du bout du monde peuplée de Kazakhs. Au loin, la neige annonce déjà le début de l'hiver, et la Mongolie est toute proche. Durant le mois de septembre, les températures baissent rapidement. Les gelées matinales sont fréquentes et le vent se fait plus intense. L'asphalte a laissé place à la piste. J'atteins rapidement Euji,
la plus grande ville de cette province de l'ouest mongol. Alors je me trouve dans la province d'Olgie, située à l'ouest de la Mongolie. Ce qui fait la particularité de cette région, c'est qu'elle est peuplée majoritairement par des Kazakhs. Et ce qui fait leur renommée, ce sont leurs éleveurs d'aigles. Chaque année, la région organise plusieurs festivals qui sont dédiés à ces aiguillés. Et il se trouve que mon voyage croise l'un d'eux. Donc je suis assez curieux de voir ce que ça donne. À 30 km de pistes chaotantes, le village de Saksai accueille chaque année les meilleurs aiguillés de la région. Au loin dans la steppe, les chasseurs kazakhs viennent au galop, vêtus de leurs plus belles parures. Ils défilent fièrement, portant avec autorité leur aigle impérial. Les épreuves débutent. Les cris des aigles se mêlent aux cliquetis des appareils photo des touristes venus assister à ce spectacle découvert. Dans l'après-midi, on se passionne pour le bouskachi, un jeu emblématique d'Asie centrale qui attire de nombreux locaux. Dans un horizon de poussière, les cavaliers se disputent la carcasse décapitée d'un bélier. Le festival se termine. Après une journée enivrante, je m'échappe vers le sud. La route asphaltée devient une piste isolée dans un désert aride. Quelques cimes coiffées d'ultimes glaciers surmontent un grand lac d'un bleu profond. Des yourtes éparpillées forment autant de petits dômes blancs qui parsèment l'immensité, sublimement sauvage. Il est 11 h et c'est l'heure des embouteillages. Les troupeaux de chevaux, de yaks, de chameaux, de chèvres et de moutons s'entremêlent. Les cols se succèdent et sont autant de montagnes russes dans ce désert mongol. La piste est parfois difficile, souvent caillouteuse, rarement sablonneuse. Après un col à 3000 mètres, je serpente dans une vallée encaissée. Les montagnes accompagnent les méandres d'une rivière qui semble se diriger au milieu de nulle part. Dans l'après-midi, le soleil redescend dans l'horizon. Les lumières rasent la vallée, embrasent les montagnes et illuminent les yourtes que les nomades montent parfois le temps d'un spectacle éphémère. Sous leur feutre protecteur, les yourtes deviennent alors un lieu de rencontre avec ses habitants itinérants. Après plus de 200 km, les montagnes s'éloignent. Au bout de la piste, Bulgan est l'ultime ville avant d'atteindre la frontière chinoise. Au nord-ouest de la Chine, la province du Xinjiang est la plus grande du pays. Une longue route monotone traverse une vaste étendue de steppes abandonnées, entrecoupée seulement par quelques checkpoints. Et voilà, après près de 500 km d'une route parfois, souvent même monotone, je suis arrivé aux dunes de Kumtag, qui annoncent la porte d'entrée du désert de Taklamakan. Le désert de la mort. Telle est la traduction littéraire du Taklamakan. Dans ces vastes étendues de sable s'étirant jusqu'aux montagnes du Tibet, les températures oscillent de 50 degrés l'été à moins 30 degrés l'hiver. Après 3 semaines de voyage, j'atteins mon but.
Adossée aux dunes, une oasis de vignes. Dans ce nœud de l'ancienne route de la soie, ces cultures surprenantes sont pourtant millénaires. Quelques minarets pointent le bout de leur nez. Ils sont entourés par des villages aux maisons de briques et de pissé, dont les Ouïghours sont les gardiens. Je jongle entre les villages avant de descendre dans la dépression de Turpan. Située à 150 mètres au-dessous du niveau de la mer, Turpan est une oasis en bordure du Taklamakan. La vie s'y est développée depuis le fond des âges. Dans la cité voisine de Jiaohe, d'anciennes stupas rappellent le passé bouddhiste de la région. Je laisse ce joyau de la route de la soie pour rejoindre Urumqi. Les gratte-ciels s'y succèdent dans un amas de béton et de poussière. L'aéroport approche. Les ultimes contrôles de police s'éternisent. Au terme d'une journée de vol, je serai de retour en France. Turpan paraît si loin des forêts de Sibérie et des cimes de l'Altaï. Pourtant, un pont relie ces contrées contrastées. Cette nature si belle, hostile et désertique est aussi le berceau de civilisations lointaines et mystérieuses. Elle est toujours la demeure d'une mosaïque de peuples qui cohabitent avec un passé insoupçonné, tissé par les échanges d'anciens carrefours commerciaux. Je pourrais parler des Russes ou des Ouïghours, mais je m'attarderai sur les Kazakhs, ces nomades rudes et fiers qui ne connaissent pas les frontières. Ils ont été le fil de mon voyage, peuplant aussi bien les contrées oubliées de l'Altaï, qu'ils soient russes ou mongols, que les plaines du Xinjiang. En un peu plus de 3 semaines, les routes et les chemins m'ont emmené à la rencontre de leurs traditions millénaires. Des traditions uniques dont l'Altaï semble toujours être le solide gardien. We were soaked to the bone.